Donc, on va faire un petit quiz rapide. J'espère que tout le monde est connecté. C'est parti. Sinon, ça va tomber sur Grégory. Tiens, d'ailleurs, je te fais monter Grégory. Ça va? Est-ce que tu as bien écouté? Oui, c'est assez impressionnant de voir comment Véronique est calée sur le sujet. On a l'impression de rien connaître quand elle parle. Ouais, bah, Mais est-ce qu'après mes explications, c'est clair pour vous? C'est ça l'essentiel. Là, ça allait beaucoup plus, effectivement. Mais merci beaucoup, en tout cas, Véronique. Un plaisir d'avoir des gens brillants avec nous dans l'émission. Bon, alors, on va voir si toi aussi, tu es brillant. Alors, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire ce qu'est une donnée de communication? Moi, je ne sais pas. Ah, on l'a vu, Agathe, on l'a vu. Ouais, mais moi, j'ai la réponse. Mais si tu me l'avais demandé comme ça, franchement, je n'aurais pas pu répondre. Est-ce que tu as une idée, Grégory? Je dirais que c'est un rapport avec tout ce qui est adresse email ou téléphone qui permet de rentrer en communication avec la personne. Oui, ça se rapproche de ça. Ah. Ouais, alors on a. Non, c'est pas faux, c'est même un bon début, mais. Alors, je te laisse développer. On peut lui donner le point. Moi, j'étais d'accord, en tout cas. Oui, moi aussi, je suis d'accord pour qu'il ait un point. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, quelqu'un dit un mail. Oui, c'est un exemple de données de communication. Donc, d'après, il y a 3 types, c'est ça, Véronique, de données de communication? Enfin, oui, pour l'instant, oui. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez qu'il ne faut pas confondre, il y a le high privacy. High privacy, c'est le traitement des données qu'on collecte dans un système de communication électronique, c'est-à-dire que c'est toutes les données qui sont issues, comme tu l'as très bien dit, des communications effectuées par Internet ou par la téléphonie. Bon. Ça, c'est la typologie, données de communication. Et puis, dans cette typologie, il y a des catégories. Vous avez par exemple la donnée qui est relative au trafic. Ça, c'est la donnée qui est traitée quand on achemine une communication sur un réseau de communication électronique. Hein. C'est nom, prénom, numéro de téléphone, numéro IP, identification du portable, la durée de communication, etc. Vous avez la donnée de localisation, ce qu'on appelle la géolocalisation, qui est une donnée très importante, et notamment quand vous faites des traitements par des applications mobiles. C'est du high privacy, et ça donc indique la position géographique de votre équipement terminal. Donc, il y a des renseignements spécifiques à donner et à s'assurer de la protection de la vie privée par la géolocalisation, on l'oublie. Hein. Et vous avez la donnée de connexion, fameuse donnée, qui identifie toutes les personnes qui utilisent des services qui sont fournis par un opérateur de communication, la fameuse adresse IP, le log, enfin, etc. Et tout ça, ce que je disais, c'est qu'il y a un régime juridique qui est RGPD, high privacy. Voilà. Alors, super, c'est très, très, très clair. Et Julien a gagné un point. point. Vous avez été gentil de me donner le point parce que franchement, c'était pas hyper complet. Et alors, en plus, avec le règlement high privacy qui est en préparation, il va y avoir aussi une catégorie particulière, c'est la métadonnée des communications électroniques, qui est un gros enjeu et qui va prendre un gros... en fait, c'est tout ce qui donne des renseignements sur la donnée. Hein, et qui va donc... Oui, c'est ce qu'il y a autour de la donnée elle-même, quoi. Ouais. Voilà, mais là, on prend un recul. De toute façon, c'est en train de se complexifier de fou. Et donc, la deuxième question est assez intéressante aussi. Dans une expérience immersive ou dans de la VR, notamment sur un métaverse, quelle est la nouvelle typologie de données à caractère personnel qui peut être collectée par le service informatique? Alors, dans une expérience immersive, par exemple, tu vas dans un métaverse avec un casque VR, tu participes à un événement. Comment on appelle le nouveau type de données qui pourrait être collecté? J'imagine que ça pourrait être mon adresse de wallet éventuellement, ou tout ce qui est relatif à mon identité numérique. Parce que c'est bien ça. Bien plus que ça, figure-toi. Je laisse Véronique répondre. Alors en fait, dans toutes les expériences avec des interactions virtuelles, et notamment dans le métaverse, il y a une nouvelle donnée montante qu'on collecte, c'est ce qu'on appelle la donnée biométrique. Alors, la donnée biométrique, souvent, on dit, ah ben oui, c'est la donnée d'identification ou d'authentification. Mais il y a un spectre beaucoup plus large que ça, et qui est en train maintenant de prendre sa vraie vie et son autonomie, si je puis dire. C'est parce que la donnée biométrique, c'est dans sa stricte définition, c'est la donnée à caractère personnel
qui résulte d'un traitement spécifique qui permet de révéler des caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales. Donc, dans la donnée de biométrie, il y a la donnée comportementale. Et la donnée comportementale, c'est la donnée beaucoup du Web 2, mais encore plus du Web 3, c'est-à-dire et qui prend une granularité très fine de ce que l'on peut tirer de l'étude de la donnée comportementale. C'est la manière de se comporter dans un jeu, le temps de réaction avec votre souris, comment, à quelle vitesse de lecture vous lisez une page. En plus, quand vous avez des lunettes de virtualité, de réalité virtuelle, pardon, excuse-moi, le comportement, la chaleur dégagée par le corps, par les émotions, enfin tout ça, ce sont des données qui se collectent et qui peuvent en dire beaucoup, beaucoup sur vous. Non, mais parce que je te vois rire. On est en train de flipper là. Il y a eu une étude aux États-Unis dans une expérience de réalité virtuelle dans une classe. Et on s'était rendu compte qu'on pouvait comme ça détecter plus facilement les enfants autistes parce que finalement, les petits autistes sont ceux qui interagissent le moins avec le regard avec leurs camarades et qui regardent moins. Donc, ça permet de suspecter des suspicions, vous voyez, qu'on ne voit pas forcément. Parce que le langage corporel en révèle beaucoup. Et donc, vous avez dû voir certainement, si vous dans le Web3, il y a beaucoup d'articles qui paraissent en ce moment sur le traitement de la donnée émotionnelle, notamment par les systèmes d'intelligence artificielle, vous voyez. Bon, mais ça, ce sont des traitements de données qui ne sont pas illégaux en soi, tout autant qu'ils soient transparents, mais vraiment transparents. Et je vous signale que le comité, ce qu'on appelle le CEPD, qui est le Comité européen de protection des données, le 6 décembre, donc c'est pas loin, je veux dire, de cette année, et la CNIL a fait un rapport là-dessus. Parce qu'il y a eu plusieurs plaintes au niveau, si vous voulez, des CNIL européennes sur des problématiques similaires contre Facebook, Instagram notamment. Et pour que ce soit, enfin, les décisions soient, si vous voulez, soient appliquées de la même manière, parfois le CEPD peut se saisir du contentieux. Bon, je vous la fais courte et brève. Mais ce qui est en jeu là, pour les plaintes, c'est la licéité et la transparence des informations, des traitements de publicité comportementale. Donc, vous voyez, c'est quand même des gros enjeux. Hein, bon. Et comment on traite ce genre de données. Vous voyez, la donnée comportementale. Et souvent, quand vous regardez, vous voyez dans les polices d'information, j'ai noté cette formule qui synthétise, et on vous dit souvent, de manière très anodine, qu'on enregistre tous les événements liés aux appareils. C'est ça ce qui se sous-entend derrière, vous voyez. Bon. Et ça, c'est très important. Il y a vraiment un problème avec cette histoire. Alors, je suis désolée, on est obligé d'aller plus vite parce qu'il y a Emmanuel qui nous attend et que je suis très en retard. Donc, on va faire les dernières questions extrêmement rapidement. Il faut être très réactif. Alors, dans la blockchain, pose les deux dernières, la blockchain. Oui, je vais poser les dernières. Alors, les deux dernières, donner 2 tiers susceptibles d'être qualifiés de sous-traitants au sens RGPD dans la blockchain. Bon, alors, je vais reformuler la question pour que ce soit compréhensible. C'est en gros donner deux types d'opérateurs, deux noms de personnes, de services dans le Web3 qui traitent la donnée dans la blockchain et qui devraient du coup être soumis aux normes RGPD par rapport à ça. Alors, je pense avant tout à tout ce qui est échangeur, à mon avis, et toutes les wallets qu'on pourrait avoir. Comme MetaMask, par exemple? Oui, mais là, Grégory, tu parles peut-être de fonctions. Là, on parlait de personnes qui peuvent avoir à prendre une décision et à utiliser donc des données à caractère personnel. Alors, comme il faut que j'aille vite, je te le dis, tu donnes ta langue au chat. Ouais. Le développeur du smart contract peut être considéré comme un sous-traitant au sens du RGPD parce que finalement, il traite des données à caractère personnel pour le compte d'un responsable de traitement qui va lui dire comment vous traiterez les données dans le parcours du smart contract, vous voyez. Et puis, dans certains cas, et ça, je pense que ça va étonner, et là, ça peut être les mineurs. Les mineurs, oui. Ouais, les mineurs qui peuvent être considérés comme des sous-traitants parce qu'ils exécutent les instructions du responsable de traitement. Et moi, je vous dis, on peut faire un pari, Agathe, on va voir en 2023, et l'année 2023,
sera l'année de la régulation RGPD, privacy, du smart contract. Ouais. Voilà. Il y a moyen, ça va faire mal, mais en même temps, c'est pour nous aussi. C'est parce qu'on est en train de vivre une fausse. Enfin, les entreprises Web3 ne nous disent pas du tout pour l'instant ce qu'ils font de nos données. Il y a déjà Emmanuel qui a des commentaires sur la. Ah, c'est quoi le commentaire? Alors, je ne les vois pas, moi. Il faut le compter du coup. Si tu veux venir. Emmanuel, bonjour. Ça va? Bonjour, ça va très bien. Bonjour Véronique, bonjour Grégory. Ravi de te voir Véronique parce que c'est la première fois que j'ai l'occasion d'échanger. On a déjà dû échanger sur des Bonjour Emmanuel, mais moi je te connais bien parce que je te suis souvent. Voilà, donc moi je te connais. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire la dernière question du quiz tous ensemble. Et ensuite, du coup, on va pouvoir parler un petit peu si tu as des commentaires à faire, Emmanuel, sur ce sujet avec plaisir. Et ensuite, on partira sur ton interview. Donc, la dernière question, parce que je pense qu'elle va t'intéresser aussi, Emmanuel. Peut-on demander à effacer ces données dans la blockchain? Tadam. Alors, est-ce que quelqu'un... On peut toujours demander. Hein. On peut demander, oui, bien sûr, mais après. Est-ce que ça peut fonctionner? C'est ça la question. Mais oui, difficilement, mais on peut demander. C'est-à-dire, alors, lorsque la donnée elle est inscrite sur une blockchain, mais en clair, ce qui normalement doit quand même pas arriver, alors là, on peut pas l'effacer, c'est pas possible puisqu'elle est inscrite et que la transaction est immuable. Par contre, lorsque la donnée qui révèle potentiellement des caractères personnels est inscrite sur la blockchain mais résulte d'un engagement cryptographique ou d'une empreinte issue d'une fonction de hachage à clé, eh bien, on peut demander qu'il n'y ait plus la possibilité de faire la vérification entre le hash et la donnée source. Donc, on peut quand même faire jouer son droit d'effacement. Donc, je veux dire, pour les développeurs, concepteurs, etc., il faut y penser à l'avance à ça. Voilà. Oui, ok. Super, écoute, merci beaucoup Véronique. Je te vois perplexe, Grégory. Je te vois perplexe. J'essaie de bien comprendre tout le... Non, mais c'est parce que j'ai été obligée de le dire très vite, on pourrait y revenir, mais voilà, c'était pour vous dire que c'était possible, quoi, le message à faire passer. Oui, c'est possible, mais il faut que ça ait été conçu tel quel dès le départ, quoi. Oui, parce que après, ce qu'il faut, c'est si un responsable de traitement a une demande d'effacement, alors il faut regarder comment la donnée a été cryptée, en quelque sorte, hein, et puis faire un rétro-pédalage. Mais on peut très très bien, et on doit, on a le devoir d'arriver à donner satisfaction sur ce point. Et puis, alors maintenant... Je connais que ce n'est pas facile, hein, puisqu'il faut que c'est implémenté, qu'on ne puisse plus faire la vérification entre l'empreinte numérique et le fichier source qui contient la donnée à caractère personnel. C'est sur le fichier, en fait, que c'est quand les données sont sur les fichiers et non dans la transaction même, quoi. Oui, alors là, on parle de données qui sont dans la transaction, évidemment. Hein. Ouais. Et donc, du coup, on en reparlera parce qu'en plus, je pense que, je ne sais pas si tu as suivi, Véronique, les ZK roll-up, toutes ces choses-là, ce qu'on appelle zero knowledge. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes par rapport à ce sujet. Donc, ce qu'on fera, c'est que tu reviendras dans la prochaine saison. On refera des quiz. Je pense que c'était sympa et que c'est hyper important pour les startups qui nous suivent, les investisseurs aussi qui nous suivent dans leur due diligence avant de mettre de l'argent sur une startup qui pourrait se faire épingler au dernier moment parce qu'elle n'a rien respecté. Donc, merci beaucoup Véronique pour tout cet apport. Merci à Grégory d'avoir été notre cobaye. Et tu as quand même gagné un point à un moment donné. Ouais, c'est important. Par pitié, vous l'avez offert.